Bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, donc nous allons commencer et je suis très heureuse d'accueillir pour la première fois au sein de notre commission, dans le cadre de notre cycle d'audition en lien avec les États généraux de l'information, Madame Marina Ferrari, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée du numérique. J'ai envie de dire bienvenue, chère voisine, puisque dans l'hémicycle, jusqu'avant votre nomination, nous étions voisines de banc ou presque. Absolument. Donc, eh oui. Mais t'étais pas loin non plus. Donc, le sujet est éminemment transversal, puisque le numérique concerne de nombreux champs relevant de la compétence de notre commission, qu'il s'agisse de l'éducation aux médias, de la protection des mineurs dans leur usage des réseaux sociaux, des nouveaux modèles économiques induits pour la presse ou la culture, par l'arrivée de nouveaux acteurs ou encore de l'émergence de nouvelles pratiques. Le numérique est aujourd'hui incontournable dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la recherche. Même le sport est concerné avec le développement rapide et massif de l'e-sport. Et avant d'en venir aux prises de parole de mes collègues, qui, je n'en doute pas, seront nombreuses, j'aimerais moi-même vous poser quelques questions. Donc, en effet, l'intelligence artificielle bouleverse le monde numérique, mais aussi nos existences. Donc, pouvez-vous nous présenter les conséquences les plus directes de cette innovation, en particulier pour les producteurs et pour les consommateurs d'informations ? Et le règlement portant sur l'intelligence artificielle a été récemment adopté au sein de l'Union européenne. Et je sais que aujourd'hui, tout à fait. Et donc, vous allez nous en parler. Et la France a joué un rôle majeur dans ces négociations. Donc, vous nous en direz, j'espère, un peu plus. Ce règlement est bien sûr d'application directe. Et donc, on aura quand même un certain nombre d'adaptations de la législation nationale qui seront certainement nécessaires. Et donc, si vous pouvez nous en informer. Et puis, par ailleurs, la mission d'évaluation de la loi Bloch du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, donc, qui est dite la loi Bloch, dont le rapport a été publié la semaine dernière, nous a mené, mon co-rapporteur Iñaki Etxaniz et moi-même, à nous pencher sur les impacts multiples et profonds du numérique sur la production et la diffusion de l'information. Et au-delà de la nécessité de faire respecter la directive européenne sur les droits d'auteur et les droits voisins, quels doivent être, selon vous, les grands axes de l'action publique pour rééquilibrer une relation qui apparaît aujourd'hui trop défavorable aux médias traditionnels ? Et puis, j'aurais une dernière question qui n'était pas exactement en lien direct avec les EGI, quoique, les états, c'est sur la féminisation des métiers du numérique, puisque on sait aussi que la place des femmes est très importante dans notre société, mais qu'elle l'est beaucoup moins dans le numérique. Donc, si vous pouviez nous dire un mot sur cela, comment faire, selon vous, pour que cette progression beaucoup trop lente puisse être accélérée. Et sur ces questions, je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire. Et ensuite, mes collègues poseront des questions. Mais vous êtes habitués aux auditions, certes, de l'autre côté. De l'autre côté, absolument. Mais je ne doute pas que vous allez très rapidement vous habituer à être de ce côté. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. C'est non sans émotion ma première audition aujourd'hui devant la représentation nationale et j'en suis très heureuse. Alors, c'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui afin d'aborder une thématique qui me tient tout particulièrement à cœur en tant que secrétaire d'État chargée du numérique et qui est l'impact des nouvelles technologies sur la nature, la diffusion et la consommation de l'information dans notre société. La frontière entre le réel et le virtuel est de plus en plus fine, le flux d'informations est de plus en plus rapide, et j'en suis convaincue, il est de notre responsabilité collective d'évaluer les opportunités que le numérique présente. C'est d'abord une vraie source de richesse pour nos concitoyens, en termes notamment d'accessibilité à l'information, de développement économique et même d'apprentissage. Mais il pose également de vrais défis qui se présentent à nous, des dérives, des excès que nous devons anticiper et réguler. C'est en effet les lois que nous avons édictées pour garantir les conditions d'un vivre ensemble qui doivent également s'appliquer sur le web. Et de nouvelles avancées législatives doivent sans doute être érigées pour s'adapter à un monde en constante évolution. Je pense que nous aurons l'occasion d'aborder, puisqu'il y a plusieurs textes sur le sujet qui commencent à réglementer les choses. Je me réjouis donc de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et je tenais à vous remercier chaleureusement, Madame la Présidente, pour votre invitation.
Alors, concernant les états généraux de l'information, notre paysage médiatique, vous le savez, a été profondément modifié par le numérique grâce à des innovations technologiques qui sont considérables. Je pense par exemple au développement de l'intelligence artificielle et du métavers qui nous ouvrent les portes d'un nouveau monde. Mais c'est également l'écosystème qui a changé avec l'arrivée de nouveaux médias, des pure players en ligne et bien sûr des réseaux sociaux. Vous comme moi, nous sommes exposés à des contenus en permanence sur notre téléphone ou sur notre ordinateur. C'est pourquoi, comme s'y était engagé le président de la République lors de sa campagne présidentielle en 2022, et à la suite d'initiatives déjà prises notamment au plan européen et international, il a été décidé de lancer les États généraux de l'information pour que chacun voit respecter son droit à une information libre, indépendante et surtout fiable. L'objectif est d'établir un diagnostic clair et de proposer des actions concrètes. Les concertations, vous le savez, ont été lancées en octobre dernier et sont conduites par un comité de pilotage totalement indépendant. Elles s'appuient sur des contributions de professionnels, de chercheurs, d'autorités administratives indépendantes telles que l'ARCEP et l'ARCOM, mais aussi de citoyens. Aujourd'hui, c'est 52 membres qui participent aux travaux. Un cycle d'audition parlementaire a pu également avoir lieu en novembre 2023, bénéficiant ainsi de votre contribution qui est précieuse, et notamment de membres de votre commission. 5 groupes de travail, vous le savez, planchent actuellement sur les enjeux majeurs pour le secteur au sein donc des États généraux de l'information. Tout d'abord, un premier groupe qui porte sur l'espace informationnel et l'innovation technologique, qui est plus spécifiquement dans mon champ. Un deuxième groupe sur le lien entre citoyenneté, information et démocratie, qui fait également partie de mes attributions. Un troisième groupe sur l'avenir des médias d'information et du journalisme. Un quatrième groupe sur l'enjeu de souveraineté face au risque d'ingérence étrangère. Et un cinquième groupe sur le rôle de l'État et de la régulation. Les conclusions de ces travaux sont prévues pour l'été 2024. J'en prendrai donc connaissance avec la plus grande attention. Et bien évidemment, les recommandations qui en sortiront et qui seront présentées au président de la République feront, je n'en doute pas, l'objet de travaux entre nous. Néanmoins, je tenais à affirmer devant vous dès aujourd'hui que je partage le constat dressé ainsi que les problématiques posées. Si ce chantier était nécessaire, il est toutefois complémentaire de l'action du gouvernement et des politiques qui sont d'ores et déjà conduites en la matière. Sur la lutte contre la désinformation et les ingérences étrangères, qui est particulièrement d'actualité en ce moment, comment pouvons-nous avoir confiance dans ces nouvelles sources d'information ? Comment pouvons-nous nous assurer que ce que l'on voit ou que ce que l'on lit est bien exact? Comment pouvons-nous nous prémunir contre le risque d'ingérence étrangère qui est avéré aujourd'hui pour notre pays? La lutte contre la manipulation de l'information fait partie de mes priorités. Tout élément de propagande, d'infox ou d'ingérence est une menace insidieuse pour notre vivre ensemble et aussi, j'ose le dire, pour notre modèle démocratique. Avec le développement de l'intelligence artificielle, et notamment générative, le déploiement des fake news devient viral et doit être contré. À l'échelle européenne, en juin 2022, la Commission a présenté un code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation. Ce code poursuit plusieurs objectifs clés. Tout d'abord, d'assécher les revenus publicitaires associés au contenu de la désinformation. Deuxièmement, de renforcer l'intégrité des services contre les comportements manipulateurs. Troisièmement, d'améliorer les outils à disposition des utilisateurs pour pouvoir signaler ces fausses informations. Et enfin, d'intégrer tous les acteurs de la société civile dans cette lutte. De plus, aujourd'hui même, le Parlement européen, vous le savez, a débatté d'un Media Freedom Act, communément appelé MFA, qui avait fait l'objet d'un accord provisoire en décembre. Ce projet de règlement devrait nous permettre une coopération renforcée entre régulateurs nationaux en cas de risque sérieux et grave à la sécurité publique, ou bien de limitation à la liberté de fournir et de recevoir des services de médias dans le marché intérieur. Aussi, je tiens à saluer le rapport d'information remis par Madame la députée Spielbourg dans le cadre de sa mission Flash sur l'éducation critique aux médias, car ce dernier a permis de mettre en lumière la nécessité de devoir aussi mieux se former face à la désinformation. Plus spécifiquement sur la lutte contre les ingérences étrangères et la manipulation de l'information et des publics, l'agression de l'Ukraine par la Russie a provoqué, vous le savez, un électrochoc. À l'échelle européenne, des mesures rapides et efficaces contre la propagande russe ont dû être prises, et en particulier celles qui sont malheureusement diffusées par les médias qui sont affiliés de près ou de loin au Kremlin. Depuis 2021, la France avait déjà mis en place Viginum, un service chargé de détecter et de caractériser les ingérences numériques étrangères sur les plateformes en ligne.
En 2022, déjà près de 60 menaces ont été détectées lors des dernières élections, incluant 5 ingérences numériques étrangères. Il est évident que la période électorale dans laquelle nous nous trouvons va accentuer ces menaces, et nous l'avons vécu tout dernièrement. À la suite des cas de contournement des sanctions visant les médias, il est apparu nécessaire pour la France de se doter d'un dispositif lui permettant de respecter ses obligations en matière de mise en œuvre des sanctions et de faire cesser rapidement la diffusion d'un média sanctionné. C'est l'objet du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, SREN, que nous avons à l'époque examiné ensemble dans l'Assemblée nationale en septembre et en octobre 2023. Dans ce texte, dont la commission mixte paritaire doit désormais se réunir pour parvenir à un accord, la France poursuit la dynamique et prend les devants. L'ARCOM apparaît comme l'autorité qui est appropriée pour assurer la mise en œuvre efficace des mesures restrictives. Ainsi, il sera désormais possible de faire cesser dans un délai très rapide la diffusion de contenus produits par des médias visés par des mesures restrictives prises par l'Union européenne, quel que soit leur canal de diffusion, que ce soit télévisuel, radio, site internet, etc. Par ailleurs, aujourd'hui a eu lieu donc l'adoption, vous l'avez suivi, de l'IA Act, qui notamment nous donnera des voies supplémentaires pour lutter contre les contenus générés par l'intelligence artificielle, puisque ceux-ci devront être aujourd'hui identifiés. Concernant la régulation du numérique, la régulation des géants du numérique est un combat crucial pour notre souveraineté économique et notre modèle démocratique. Pour ce faire, durant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, nous sommes parvenus à faire adopter en 2022 les règlements dits DSA, Digital Service Act, et DMA, Digital Market Act. C'est une avancée majeure pour le secteur, mais aussi pour nos entreprises, ainsi que l'ensemble des utilisateurs français. Comme le RGPD avant eux, le DSA et le DMA s'imposeront comme 2 textes fondateurs d'encadrement et de régulation numérique, leur application survenant en ce début d'année 2024. Le règlement sur les services numériques, donc le DSA, fait entrer les grandes plateformes dans l'ère de la responsabilité. Tout d'abord, il leur impose des obligations de modération des contenus illicites qui leur sont signalés, les enjoint à analyser et corriger le risque systémique qu'elles font peser sur le bien-être et la santé de leurs utilisateurs ou sur la qualité du débat public. Le DSA leur interdit également de proposer de la publicité ciblée sur les mineurs et contraint ces mêmes plateformes à faire auditer leurs algorithmes et à ouvrir leurs données aux chercheurs. C'est un principe simple que nous répétons souvent, ce qui est interdit aujourd'hui dans l'espace public doit être interdit dans l'espace numérique. Le règlement sur les marchés numériques, le DMA, entend rétablir l'équité commerciale dans l'économie numérique et favorise l'émergence, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, d'acteurs français et européens. Pour ce faire, il fixe, vous le savez, 26 pratiques commerciales déloyales interdites dans les États membres, dont l'autopréférence, l'installation par défaut d'un navigateur, le moteur de recherche ou l'assistant personnel sur un terminal, l'utilisation par un service d'une entreprise de données personnelles collectées sur un autre service, etc. Et croyez-moi, les sanctions économiques qui sont prévues dans le texte, en cas de non-respect de ces règles, sont assez dissuasives. Vous l'avez lu, ces dernières peuvent atteindre 10 à 20% du chiffre d'affaires mondial en cas de manquement répété. Comme vous le savez, l'adaptation de ces règlements européens a fait donc l'objet du texte que nous avons évoqué, SREN, et j'espère que nous aurons très prochainement une commission mixte paritaire conclusive sur ce sujet. Alors, pour en revenir à SREN plus spécifiquement, il était nécessaire au niveau national d'avoir un cadre législatif permettant la mise en œuvre de ces 2 règlements DSA et DMA. Et nous souhaitons également continuer à être un fer de lance, comme l'a toujours été la France, au sein de l'Union européenne, en portant des mesures toujours plus ambitieuses en matière de régulation numérique. Tout d'abord, ce projet de loi entend mettre en place le filtre anti-arnaque. Conformément à l'engagement présidentiel, ce dispositif servira de rempart contre les campagnes de faux SMS. Vous avez tous reçu, je pense, ces fameux SMS vous disant que vous aviez une amende à payer très rapidement, etc. 18 millions de Français aujourd'hui ont été victimes de la cybercriminalité, juste pour l'année dernière, dont la moitié a perdu de l'argent. Et ce sont toujours malheureusement les Français les plus fragiles ou les plus éloignés du numérique qui se retrouvent spoliés. Le projet de loi SREN porte également une peine complémentaire de bannissement pour les personnes reconnues coupables de cyberharcèlement. C'est un phénomène qui se développe massivement et touche principalement les femmes à tous les âges de la vie. Les responsables se cachent derrière un pseudonyme pour propager leur haine en ligne. Et pour mettre fin à un sentiment d'impunité en ligne, il y a donc une mesure de bannissement qui est une mesure qui sera déterminante.
Quant à la protection des mineurs, qui est aussi le point central de ce texte, le texte vise à bloquer, à déréférencer et à porter des amendes lourdes aux sites pornographiques qui ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs. 2 millions d'enfants, et ça c'est un chiffre qui moi m'avait frappé lors de nos débats en hémicycle, 2 millions d'enfants sont exposés chaque mois au contenu pornographique, et à 12 ans, un tiers de nos enfants y ont eu déjà accès. Aussi est prévu 1 an d'emprisonnement et 250 000 € d'amende pour les hébergeurs qui ne retireront pas les contenus pédopornographiques qui leur sont signalés par la police et la gendarmerie en moins de 24 heures, sur le modèle de la sanction qui s'explique au non-retrait des contenus terroristes. L'année dernière, ce sont tout de même 74 000 demandes de retrait de contenus pornographiques qui ont été demandées. Donc on voit l'ampleur du phénomène qui est devant nous. Concernant le modèle économique de nos médias à l'ère numérique, en 2019, la France a été le premier pays de l'Union européenne à transposer en droit national la directive européenne sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. Cette loi, souvent appelée loi sur les droits voisins, vise à protéger les droits des éditeurs de presse et des journalistes face aux géants du numérique tels que Google et Facebook. Elle oblige ces plateformes à rémunérer les éditeurs de presse pour l'utilisation de leurs articles et de leurs contenus en ligne. Des accords, vous le savez, ont été conclus entre les plateformes numériques et les éditeurs de presse français pour assurer une rémunération équitable. Je pense notamment à l'exemple de Google en 2021 et de l'accord signé avec l'Alliance de la presse d'information générale, l'APIG, afin que les éditeurs de presse français soient rémunérés pour l'utilisation de leur contenu sur Google News Showcase. Sur le financement publicitaire, le marché global de la publicité en ligne est un levier important de ressources pour le secteur. En 2022, cela a représenté tout de même près de 9 milliards d'euros. Toutes les grandes marques et les grands annonceurs français développent une stratégie active de communication et des investissements massifs sur les médias numériques. Mais il est vrai que le secteur de la publicité en ligne se caractérise aussi par une croissance rapide et inquiétante des rentes des grandes plateformes numériques. Le trio Google, Amazon et Meta représente à lui seul plus de 70% du marché et Apple y trouve également une nouvelle source de croissance. L'adoption du DMA doit donc nous fournir des premières étapes dans l'encadrement de ces services, notamment en renforçant la transparence sur les conditions tarifaires et les métriques d'audience, mais également un accès renforcé aux données de transaction. Il conviendra bien entendu que nous veillions ensemble à la bonne articulation des dispositions du règlement MFA sur les mesures d'audience avec les dispositions du DMA. Il va bien falloir qu'on fasse coïncider les deux textes. En conclusion, vous pourrez compter sur ma mobilisation pleine et entière afin de maintenir une pression politique forte vis-à-vis de nos instances européennes, mais aussi de nos régulateurs nationaux, pour toujours mieux réguler notre espace numérique et les grandes plateformes, pour lutter contre la manipulation des contenus, pour protéger les plus vulnérables et nos concitoyens éloignés du numérique. Je vous remercie, mesdames et messieurs les députés, pour votre attention. Et Madame la Présidente, peut-être pour vous donner... Alors, j'ai déjà répondu à beaucoup dans mon propos liminaire, j'ai évoqué les EGI, j'ai évoqué la question des droits d'auteur et des droits voisins, mais nous y reviendrons peut-être plus précisément dans le cadre de questions. Mais le point sur la féminisation du métier des numériques, peut-être. Alors, c'est un point que je tiens absolument... et d'ailleurs dont j'ai fait une des priorités, puisque partout dans l'économie numérique aujourd'hui, nous avons besoin de talents féminins. Et l'on voit que nous avons peu de femmes encore attirées par ces métiers. Donc dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire l'enseignement primaire, voire secondaire, nous devons aujourd'hui avoir des actions pédagogiques vis-à-vis des jeunes élèves. Nous avons une attention toute particulière aujourd'hui, notamment, vous le savez, c'est des sujets que travaille ma collègue Nicole Belloubet sur l'apprentissage des mathématiques, puisque c'est aussi demain le vivier des jeunes que nous aurons. Mais les chiffres sont encore éloquents aujourd'hui. Il y a eu un baromètre Sista, qui est une association qui vise justement à mieux intégrer les personnels féminins au sein de la tech, où aujourd'hui encore dans nos sociétés, dans l'économie numérique, trop peu de femmes sont en situation de direction ou de création d'entreprises dans ces métiers. Donc nous avons vraiment un gros travail à fournir sur les sujets, mais soyez assurés de ma pleine et entière mobilisation. Nous travaillons d'arrache-pied avec les associations du secteur. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues. Alors normalement, le cadre des EGI, dans le cadre des auditions des EGI, la formule de questions est un peu plus souple que dans le cadre normal d'audition. Donc, comment ? Oui.
D'accord. Oui, non, mais je vais prendre, mais ce que je veux dire, c'est que mes collègues posent des questions et dans ce cadre-là, on a le droit au rebond. Donc, c'est pour ça. Voilà. Ce qui est assez exceptionnel. Donc, je vous préviens, mais ils sont... Donc, nous allons commencer avec Emmanuel Pellerin pour le groupe Renaissance. Madame la ministre, lancé à l'initiative du président de la République, les États généraux de l'information visent à relever les défis posés par les innovations technologiques et les changements de comportement dans la manière dont nous consommons l'information. Madame la ministre, l'avènement de l'ère numérique a indéniablement bouleversé notre société. Ces changements ont eu une influence considérable sur notre manière de communiquer, mais aussi d'accéder à l'information. Dans ce contexte où l'information est omniprésente, la frontière entre information vérifiée et désinformation s'amenuise sans cesse. Il devient alors impératif de renforcer notre engagement vers une information de qualité, fiable et accessible à tous. L'enjeu crucial réside désormais dans notre capacité à instaurer un environnement numérique où la transparence prévaut. À cet égard, je tiens à saluer l'initiative du gouvernement d'avoir lancé une telle consultation. Soyez assurés que les députés de la majorité seront très attentifs aux conclusions issues de ces États généraux. Ainsi, je souhaite savoir comment le gouvernement envisage-t-il de renforcer la transparence et la responsabilité des plateformes numériques afin qu'ils ne deviennent pas des vecteurs de désinformation. Comment ces actions vont-elles se concrétiser dans le quotidien des citoyens sur l'accessibilité et la qualité de l'information? Merci infiniment. Merci, monsieur le député. Pour le Rassemblement national, Julie Lechanteux. Merci, Madame la Présidente. Madame le Ministre, demain, tous les contenus à disposition du grand public seraient fournis par l'intelligence artificielle générative, avec derrière des journalistes qui travailleraient en direct pour une espèce de ferme de production. C'est ainsi que Pierre Pétillot, directeur général de l'APIGE, l'Alliance de la presse d'information générale, exprime les inquiétudes des éditeurs de presse quant à l'expansion de l'intelligence artificielle générative. En décembre dernier, le célèbre New York Times a porté plainte contre OpenAI, c'est-à-dire la société de ChatGPT et Microsoft, son principal investisseur, pour violation des droits d'auteur. En effet, l'intelligence artificielle générative, par exemple ChatGPT, a besoin de brasser une masse d'informations énorme afin de s'entraîner et de se perfectionner. Les éditeurs de presse en ligne sont donc les fournisseurs de matières premières de cette nouvelle IA générative, comme l'indique Emmanuel Parodi, secrétaire général du GEST. Cela leur pose donc un important problème de respect des droits voisins du droit d'auteur, ce qui n'est pas sans rappeler leur âpre lutte contre les géants numériques Google et Meta, qui, par des plateformes comme Google Actualité et Facebook News, captaient l'essentiel de la publicité numérique alors qu'ils utilisaient des contenus journalistiques financés par des entreprises de presse. Il s'agit ni plus ni moins d'une forme de prédation. Ils exploitent les contenus des entreprises de presse en référençant les informations produites et en les mettant gratuitement à disposition des internautes. Si ce référencement génère du trafic sur les sites des éditeurs de presse, ce bénéfice est sans commune mesure avec les revenus publicitaires qu'en tirent les plateformes. Ces dernières années, les revenus des éditeurs ont été asséchés par le détournement des annonceurs publicitaires vers les plateformes numériques, au profit de celles-ci. Sur les 10 dernières années, la presse a perdu 50% de ses revenus publicitaires, lesquels ont été captés à 90% par les GAFAM. Certes, les accords ont fini par être trouvés entre les mastodontes américains et les éditeurs et l'agences de presse concernant les droits voisins, mais ils sont trop souvent jugés insuffisants par ces derniers. Que pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, sur ce sujet, rapidement, concernant l'IA générative? Merci. Pardon? C'est 2 minutes et vous avez déjà dépassé, chers collègues, depuis... Très bien. Donc, non, mais terminez votre question, mais peut-être pas toutes les questions que vous souhaitiez poser. Non, il y en avait juste une. C'est gentil. Allez-y. Quel rôle compte jouer le gouvernement pour protéger nos éditeurs de presse et garantir notre souveraineté culturelle et numérique? Merci infiniment. Merci, Madame la députée. Pour les Républicains, Maxime Minot. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vais me permettre de dévier légèrement des EGI comme a pu le faire Madame la Présidente et me focaliser un sujet que vous avez abordé dans votre propos liminaire, celui de l'intelligence artificielle.
Au cours des dernières semaines, nous avons compris que la France avait pesé de tout son poids, d'abord pour affaiblir l'équilibre politique lors du trilogue sur l'AI Act en décembre dernier, puis pour construire une minorité de blocage à l'approche de la prise de décision des États membres en Coreper début février. Si l'on en croit la presse, c'était pour protéger la start-up Mistral AI sur les conseils avisés de l'un de vos prédécesseurs avec 2 mots d'ordre, créer les conditions d'émergence de modèles open source et de champions européens. Or, nous avons appris, sûrement en même temps que vous d'ailleurs, que Mistral négociait depuis des semaines un partenariat stratégique pour commercialiser un modèle de langage fermé avec le leader mondial Microsoft. Alors, on peut bien évidemment se réjouir de voir des pépites françaises partir à la conquête des marchés internationaux, même aux côtés d'un géant américain, mais il n'est pas acceptable, d'une, que la position de la France soit instrumentalisée par des intérêts particuliers, de surcroît lorsque ces intérêts se révèlent n'être qu'une posture mensongère, et de deux, qu'en plus de servir un lobbying insincère, cette posture est également permis à l'entreprise d'être financée pour partie par l'argent public, notamment via BPI-France. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous faire la lumière sur la nature exacte du financement public reçu par Mistral AI? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Pour les démocrates, Sophie Mette. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, tout d'abord, au nom du groupe des démocrates, je vous remercie pour votre présence parmi nous. Nous sommes flattés. Notre groupe aimerait vous interroger dans le cadre des États généraux de l'information sur l'éducation et la prévention à l'information dans un contexte d'essor de l'intelligence artificielle. Il existe des programmes de sensibilisation aux fausses informations, que ce soit au collège ou au lycée. Je pense par exemple au programme Complot Rigolo de l'association Génération Numérique ou Oxbuster de l'institutrice Rosemary Farinella. L'intelligence artificielle et l'esprit critique y sont abordés. Elles indiquent que la jeune génération détecte mieux les contenus mensongers que l'IA génère en photographie. Quelle est votre analyse sur ce point ? Faut-il être optimiste quant à la meilleure sensibilisation d'une génération plus habituée à l'intelligence artificielle ? Quoi qu'il en soit, il faut et il faudra apprendre à nos jeunes à distinguer le vrai du faux en matière numérique. Comment le gouvernement compte-t-il pousser en cette direction ? Car si l'intelligence artificielle semble amorcer des chamboulements inédits dans l'économie de demain, elle est aussi porteuse de dangers, et ce pour les Français de tout âge. Elle peut générer des deepfakes ou autres intox. Comment est-ce que vous préparez la lutte contre les fausses informations qui viendraient renforcer les complotismes existants et nuire à notre système démocratique ? Dans votre stratégie, quelle place pour les associations du type de celles que je mentionnais ? Les conclusions des États généraux de l'information nourriront certainement ce travail. Comment accompagner ces évolutions ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les socialistes et apparentés, Stéphane Delautrette. Merci Madame la Présidente pour votre accueil dans cette commission. Madame la Ministre, je voudrais vous interpeller sur la question plus particulière de la diffusion de fausses informations sur la crise écologique sur les plateformes en ligne. Depuis presque un an, je coordonne ici à l'Assemblée nationale un groupe de travail transpartisan dédié au traitement médiatique de l'urgence écologique qui rassemble une quarantaine de députés de toute sensibilité. Partant du constat que le traitement actuel des questions écologiques dans les médias n'est pas à la hauteur des défis qui nous attendent, nous étudions toutes les opportunités législatives permettant de faire progresser ce traitement en quantité et en qualité, en nous appuyant notamment sur les travaux de l'association citoyenne Quota Climat. Nous avons donc entamé en octobre un cycle d'audition pour entendre l'ensemble des acteurs concernés. Nous nous sommes notamment penchés sur la question de l'information en ligne et ce qui ressort de notre travail, c'est d'une part que les plateformes jouent un rôle crucial pour faire progresser la conscience climatique des Français. D'autre part, qu'il existe une grande porosité entre les contenus qui peuvent être partagés de l'audiovisuel vers les plateformes et inversement. La régulation ne doit donc pas s'arrêter aux portes d'Internet. Et enfin, que la parole scientifique peine à se faire entendre sur les plateformes où les chercheurs qui s'expriment font face à des campagnes de désinformation et de dénigrement. Je ne doute pas que la mise en application du Digital Services Act en début d'année va apporter des premières réponses sur les enjeux de désinformation et nous y serons extrêmement attentifs. Cependant, nous pensons que le traitement des enjeux écologiques sur les plateformes soulève des enjeux spécifiques. C'est pourquoi nous proposons d'étendre les compétences de l'Arcom au suivi de la régulation des plateformes en ligne en s'appuyant sur le Digital Services Act et en y intégrant les enjeux écologiques.
Aussi, Madame la Ministre, notre groupe de travail souhaiterait connaître votre position sur cette proposition, mais aussi les actions que vous comptez mettre en place dans le cadre des États généraux de l'information et qui concernent plus spécifiquement cette question du traitement des sujets écologiques sur les plateformes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et Apparentés, Agnès Firmin-Levaudot. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Les enjeux autour de la liberté de l'information sont majeurs et tellement différents. Clémenceau disait d'ailleurs, la liberté de la presse, ce n'est pas la liberté d'écrire, c'est la liberté de lire. Derrière cette phrase, il y a beaucoup de perspectives. D'une part, du côté des personnes qui écrivent les informations, d'autre part, derrière les personnes qui la reçoivent. On le voit, les enjeux autour d'une information libre, indépendante et fiable, qui définissent la trame de ces EGI, sont vraiment majeurs. Dans votre portefeuille, qui concerne plutôt le côté technologique de l'information, les questions peuvent être multiples, notamment autour de l'analyse du contenu des données, mais aussi sur les perspectives importantes que nous donne l'intelligence artificielle. Le code de bonne pratique est-il suffisant à lutter contre les fake news? Quelles sont les autres pistes à mettre en œuvre pour lutter contre toutes les formes de complotisme qui envahissent notamment les réseaux sociaux? Pourquoi ne pas supprimer, par exemple, l'anonymat, une mesure simple qui pourrait paraître efficace? Et j'avais la même interrogation que ma collègue Sophie Metz sur la place à donner à l'éducation de l'analyse des informations, notamment chez les jeunes. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Lyot, Béatrice Descamps. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Les États généraux de l'information ont une mission importante. Il s'agit de garantir l'avenir et la qualité de nos médias, particulièrement face aux mutations numériques. Mais reconnaissons que cette mission est aussi très vaste, tant les enjeux sont nombreux et complexes. En tant que secrétaire d'État chargé du numérique, il me paraît tout d'abord important de vous interroger sur l'enjeu de la concentration des médias au profit de plateformes numériques qui se dirigent vers un monopole. Ce mouvement intervient dans un contexte de crise de la presse, marqué par une réduction du nombre de journalistes remplacés par des chargés de contenu, avec le risque de mutualiser les rédactions et faire reculer le travail d'investigation. Tous ces facteurs participent au climat de défiance. Y a-t-il une volonté du gouvernement d'avancer sur le sujet de la concentration des médias? La toute-puissance des plateformes numériques est un vrai danger pour la pérennité et la qualité de notre information. S'adapter à la transition numérique, ce n'est pas seulement s'intéresser à la régulation des contenus. L'enjeu est plus vaste. Au fond, la question est celle d'aboutir à un modèle économique qui puisse garantir des revenus suffisants aux médias et aux journalistes. En 10 ans, les recettes publicitaires des médias traditionnels ont été divisées par 2. Les abonnements numériques stagnent et on voit désormais apparaître la crainte que les contenus des médias soient aspirés gratuitement par l'intelligence artificielle générative. Premier obstacle à notre action, la loi que nous avons adoptée ici en 2019 sur les droits voisins, qui n'est pas respectée. Twitter et Microsoft refusent en effet de signer les accords. Alors, le gouvernement est-il prêt à revoir notre législation en la matière? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la Ministre, donc, je vous laisse répondre à ces premières questions, puis après... Oui. Pardon. Merci Madame la Présidente. Alors, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, notamment autour de l'intelligence artificielle générative, qui est le phénomène qui se développe très fortement. Je vais essayer de répondre de manière la plus exhaustive possible à chacune et chacun d'entre vous. Concernant donc toute une série de questions, c'est revenu beaucoup sur la désinformation et la responsabilisation des plateformes. Vous le savez, les modèles de ces plateformes peuvent favoriser effectivement la viralité et la diffusion à une échelle massive aujourd'hui de contenus illicites, haineux et de désinformation. En matière de contenu, si on prend par exemple l'exemple de Facebook, ce sont seulement 3 à 5% des discours de haine et 1% des contenus violents qui ont fait l'objet de mesures de modération, selon la lanceuse d'alerte Frances Haugen et une étude interne de Facebook.
De même, sur la même plateforme, les moyens de modération sont massivement concentrés aujourd'hui sur les contenus publiés aux États-Unis. 13% seulement aujourd'hui des efforts de modération concernent des contenus diffusés en dehors des États-Unis, alors que plus de 90% des utilisateurs de la plateforme, eux, sont extra-américains. Donc on voit bien qu'on a une problématique importante. Or, les plateformes ne rendent pas aujourd'hui, ne rendent pas vraiment compte aujourd'hui à une autorité publique et donc en matière de contenu mis en avant ou retiré, ce qui crée donc des risques évidents d'atteinte à la liberté d'expression et aux droits fondamentaux et plus généralement au fonctionnement de nos démocraties. Alors, vous le savez, le DSA comporte plusieurs mesures sur le sujet, ça a été évoqué. Ce règlement doit nous permettre de mettre les plateformes face à leurs responsabilités aujourd'hui en matière de diffusion de contenu et de produits illicites et ou dangereux. Le document fixe en effet des obligations renforcées aux grandes plateformes au bénéfice de tous les utilisateurs avec des sanctions, je vous le rappelle, qui peuvent aller pour le coup jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, ce qui n'est pas négligeable tout de même. Les plateformes, elles devront également rendre compte aux régulateurs des techniques et des moyens de modération qu'elles mettront en œuvre, ainsi que de leurs résultats. Elles devront également dimensionner leurs moyens de modération en fonction des risques de diffusion. Et les plus grandes plateformes devront également se soumettre à des audits indépendants concernant les dispositifs de modération qu'elles déploient. Elles devront activement protéger les mineurs sur leurs interfaces, avec notamment les systèmes de vérification de l'âge ou les systèmes de contrôle parental. Enfin, elles devront se soumettre à des obligations de transparence s'agissant des recommandations qu'elles font aux utilisateurs et à la publicité qu'elles affichent. Pour aller plus avant, dans le projet de loi SREN que nous avons défendu au niveau national, on prend les devants face aux tentatives d'ingérence et de désinformation. Il y a plusieurs dispositions, vous l'avez vu, qui sont dédiées à ce fléau et j'espère qu'après l'adoption de ce texte, nous serons armés pour répondre à toutes ces tentatives bien évidemment d'ingérence et de désinformation. Concernant tout ce qui touche aujourd'hui à l'intelligence artificielle, à l'enseignement, au développement du numérique dès le plus jeune âge. Oui, effectivement, l'éducation doit être une de nos cibles prioritaires en matière de politique publique pour que nous préparions au mieux notre jeunesse à ces nouvelles technologies, dans un double souci. D'abord, le souci de ne pas créer d'électronisme vis-à-vis de nos jeunes qui vont être dans une société de plus en plus numérisée, mais en ayant toujours en tête la nécessité de protéger les plus jeunes publics. Donc on est vraiment sur cette dichotomie, c'est donnons les outils et en même temps apprenons-leur les bons comportements pour pouvoir mieux appréhender la société digitale, les contenus digitaux qui leur arrivent et mieux maîtriser les outils. Alors vous le savez, il y a eu une mission flash de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée qui a rendu donc un rapport sur l'éducation aux médias en 2023, en février. Ces rapporteurs, donc le député Philippe Ballard et Violette Spielboug, je l'ai tout à l'heure cité dans mon propos liminaire, ont conclu que l'éducation aux médias est aujourd'hui reconnue comme une priorité absolue et une composante qui doit être intégrée complètement à la formation à la citoyenneté, mais qu'aujourd'hui on souffre d'un trop grand éclatement de plusieurs dispositifs qui donnent de ce fait, font perdre en lisibilité sur toutes ces mesures. En ce sens, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a annoncé que d'ici 2027, tous les collégiens devront bénéficier d'une éducation renforcée aux médias et à l'information chaque année scolaire. Donc c'est vraiment, on remettra tout le temps le métier sur l'ouvrage. Pour l'éducation nationale, cette sensibilisation est déjà mise en œuvre donc, par de multiples canaux. Ça a été évoqué par Madame Mette notamment. Et donc, il y a bien une circulaire du 24 janvier 2022, vous le savez, qui prévoyait cette généralisation de l'EMI. En outre, l'EMI fait partie aujourd'hui de la formation des enseignants, parce qu'il faut également que nos enseignants soient préparés à transmettre cette information. Et le tissu associatif, ça a été évoqué avec Génération Numérique, qui propose déjà des choses très intéressantes. Je tiens par ailleurs à saluer ici le travail de l'action du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le CLEMI, qui est en charge de l'éducation aux médias et à l'information dans l'ensemble du système éducatif français et qui organise notamment tout prochainement, du 18 au 23 mars, la semaine de la presse et des médias dans l'école,
pour permettre aux élèves des collèges et des lycées participants d'apprendre à décrypter tout cet univers qui aujourd'hui est confus. Et sur ce sujet, bien évidemment, ça a été rappelé, nous regarderons les conclusions qui seront édictées par les États généraux de l'information, parce que nous aurons très certainement une substantifique moelle à en tirer pour intégrer dans nos travaux. Voilà. Et puis je tiens aussi à saluer, puisque dans plusieurs territoires, et dans de nombreux territoires, il y a des associations qui aujourd'hui se créent pour aider nos plus jeunes concitoyens à décrypter l'information, et souvent d'ailleurs à l'initiative de journalistes, et je tiens à saluer également leur action. Ensuite, j'avais une question sur l'IA générative, et plus généralement sur la question essentielle des droits d'auteur et des données. Alors, je vais répondre d'une manière large. Il a été rappelé donc la plainte qui avait été portée contre ChatGPT. Il est vrai qu'en matière d'intelligence artificielle, aujourd'hui, plusieurs défis majeurs sont devant nous. Je m'écarte quelques instants du sujet. Bien sûr, notre puissance de calcul, qui va être essentielle aujourd'hui pour que nous puissions assurer d'avoir des modèles français et européens qui puissent tourner le mieux possible. Bien évidemment, la question des données, donc qui faisait le point précis du questionnement qui m'était adressé. Aujourd'hui, beaucoup de modèles tournent sur des données qui sont américaines. Donc il y a effectivement un enjeu culturel majeur au niveau français et européen pour que nous ayons des modèles de données qui tournent sur des données françaises et européennes. Toute la question va se poser bien évidemment de la valorisation de ces données, comment on va organiser la valorisation, cette espèce de place de marché de la donnée. Il faut que nous y réfléchissions au niveau européen et pas seulement au niveau français. Ce matin, j'étais à la remise du rapport de la Commission Intelligence Artificielle à l'Élysée, qui a rendu d'ailleurs des conclusions en ce sens. Et il faut qu'on arrive à organiser ce système entre les ayants droit, les auteurs et les utilisateurs demain de ces bases de données pour qu'on arrive à avoir une juste rémunération. Donc c'est un travail que nous avons devant nous et qu'il faut que nous arrivions à organiser. Je pense que l'échelon européen sera le plus favorable pour ce faire. Alors, je ne peux pas vous apporter aujourd'hui une réponse précise sur comment vont s'organiser ces échanges. J'ai envie de dire, je vais prendre un anglicisme, je suis désolée, mais ce deal qui va être fait entre les différentes parties prenantes. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la question des données est centrale aujourd'hui pour notre modèle culturel. Et donc, il va bien falloir que l'on se penche sur le sujet. Et les conclusions du rapport qui a été remis ce matin au Président de la République vont bien évidemment aussi inspirer nos travaux à ce sujet. Concernant... il y a une question très particulière sur la société Mistral. Alors, j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans la presse sur le sujet d'une manière très claire. J'ai entendu des mots disant que nous avions instrumentalisé, que nous avions une posture mensongère, etc. Pas du tout. La France a mené les négociations autour de la question du trilogue sur l'IA Act avec une logique qui est favorable au développement de l'écosystème également en matière d'intelligence artificielle au niveau européen, qui est celle qu'on continue à travailler en Open IA. Pourquoi est-ce important ? Précisément, c'est important pour qu'on puisse avoir un modèle européen qui va pouvoir se développer et qui va pouvoir bénéficier d'une communauté ouverte, avec des données ouvertes. Donc, c'est le modèle Open. Dès le départ de sa création, je ne suis pas là pour être l'avocate d'une société en particulier, mais Mistral avait toujours annoncé qu'il aurait un modèle de développement qui serait hybride, à la fois avec un développement en Open IA et à la fois avec un mode de développement commercial. L'annonce qui a été dernièrement faite est sur le volet commercial du développement de la société. Moi, je crois que d'une manière générale, quand on a une entreprise française, une pépite française, qui se place aujourd'hui parmi les meilleurs, puisque vous avez vu que le modèle Mistral, aujourd'hui, est parmi les 3 premiers modèles mondiaux, je crois que nous devons nous réjouir qu'une de nos sociétés françaises soit aujourd'hui un des leaders mondiaux sur le sujet, plutôt que de vouloir lui taper dessus. En tout cas, soyez assurés de notre position. Nous continuerons à défendre au niveau européen un modèle d'Open IA. Concernant le traitement spécifique des fausses informations au niveau écologique notamment, je crois que nous devons traiter les fausses informations dans leur globalité, pas simplement sur le champ effectivement du climato-scepticisme, si j'ose dire. Voilà.
On voit bien que ce soit sur le champ politique, sur le champ écologique, sur le champ aussi de l'atteinte aux personnes, on doit lutter contre ce fléau. De ce fait, le DSA devrait nous apporter des réponses pour lutter contre ces fausses informations. Et bien évidemment, nous devons continuer à avoir un œil très vigilant sur la modération des différents contenus. En revanche, nous pourrions évoquer demain, parce qu'on a aussi du bashing sur le numérique en matière de développement écologique et de respect de l'écologie, et nous devons aussi travailler sur ce sujet, parce qu'il y a des technologies aujourd'hui qui se mettent en place et qui sont de nature à améliorer grandement les choses. Je pense notamment, quand on parle intelligence artificielle, on a le problème de l'énergie, puisque vous savez que pour entraîner tous ces grands modèles, nos supercalculateurs demandent beaucoup d'énergie, et que de ce fait, le développement de l'énergie nucléaire en France va nous permettre aussi de répondre aux besoins qui sont devant nous pour développer tous ces modèles. Sur la question de la concentration des médias, alors plusieurs textes aujourd'hui nous permettent déjà d'adresser, vous avez notamment parlé de la concentration en matière de plateformes. Plusieurs textes nous permettent d'adresser ces problématiques. Je pense notamment au DMA, puisque vous savez que le DMA va nous permettre d'avoir un regard sur les phénomènes de concentration entre plateformes. C'est-à-dire qu'une plateforme qui voudra acquérir, nous aurons notre mot à dire au niveau européen sur ces fusions. Et puis c'est également le Media Freedom Act qui va aujourd'hui, une fois qu'il sera rentré pleinement en vigueur, avoir un œil plus particulier sur la concentration en matière de médias. Et enfin, je crois que je n'ai pas répondu à tout le monde. Il y avait toute la question de l'anonymat en ligne qui m'a été posée. Alors, l'anonymat en ligne, je vais commencer par un propos qui va certainement vous faire réagir. En matière d'anonymat en ligne, je considère qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure de retrouver les auteurs des faits. Et moi, j'ai vu le sondage récent, disant que beaucoup de Français aujourd'hui étaient très favorables au fait que l'on puisse effectivement avoir une forme d'identité numérique, un traçage numérique. Mais de fait, aujourd'hui, et d'ailleurs plusieurs cas d'école le montrent, il y a plusieurs affaires où on a retrouvé les auteurs des faits. Donc j'ai quand même une certaine prudence sur cette notion de l'anonymat en ligne. Pour autant, nous sommes pleinement mobilisés pour que nous puissions responsabiliser les plateformes et qu'effectivement elles fassent le travail avec nous pour retrouver les auteurs des faits et donc qu'elles puissent nous assister pour ce faire. Par ailleurs, je vous répondrai volontiers, vous utilisez aujourd'hui n'importe quel terminal, vous pouvez vous localiser en Allemagne, en Belgique, enfin n'importe où dans le monde. Donc vous voyez bien que cette problématique de l'anonymat en ligne, elle ne peut pas être adressée qu'au niveau purement national. Donc là encore, ce n'est pas du tout mon souhait de botter en touche, mais je pense que c'est une réflexion que nous devrons également nourrir au niveau européen si nous voulons être pleinement efficaces dans ce domaine. Je pense avoir à peu près fait le tour, à moins que j'en ai oublié. Non, dans ce que j'ai noté comme question. J'en ai noté un peu dans tous les sens. Oui, mais nous allons continuer avec mes autres collègues. Donc on va recommencer avec Philippe Fay. Oui, merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, pour déposer votre demande, inscrivez-vous sur la plateforme en rentrant votre adresse mail, votre identifiant national et votre mot de passe. Puis, sur votre téléphone, récupérez le code que vous enregistrez à votre demande. Quand vous avez fait tout ça, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour certifier que vous n'êtes pas un robot en cochant les images où il y a des tracteurs. C'est une anecdote, mais c'est vécu par bon nombre d'usagers. Ainsi, cette évolution de la dématérialisation ne doit pas laisser de côté celles et ceux qui peinent à naviguer dans le monde numérique. Il y a une préoccupation qui touche profondément nos concitoyens les plus âgés. Depuis maintenant 4 ans, le déploiement d'espaces ou de bus France Service est censé donner accès à tous les usagers à un service public de qualité à moins de 20 minutes à travers toute la France. Pour autant, l'information sur ces dispositifs n'atteint pas toujours sa cible. La complexité des procédures, l'absence de matériel informatique personnel ou encore les difficultés d'accès à Internet haut débit sont d'autres obstacles rencontrés par plus d'un quart des personnes âgées dans leur démarche numérique. Cela entraîne un profond sentiment d'exclusion pour plus d'un senior sur 7 qui abandonne ces démarches suite à des problèmes et une proportion double chez ceux en difficulté financière.
ce qui fait écho aussi avec l'électronisme pour les jeunes que vous citiez précédemment. Face à ce constat, je vous demande, Madame la Secrétaire d'État, quelles sont les mesures envisagées par votre ministère pour répondre à ces défis et mieux accompagner nos aînés dans leur quotidien. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Isabelle Périgaud. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme l'a très justement rappelé mon collègue Maxime Minot, l'ensemble des pays de l'Union européenne ont validé la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle, autrement appelée IA Act. Alors, grâce à ce règlement, des obligations s'imposeront à tous afin de s'assurer de la qualité des données utilisées pour nourrir les algorithmes et du bon respect des droits d'auteur. La question de la transparence inquiète réellement le secteur culturel. L'IA Act consacre des avancées que l'on espère voir apparaître dans l'adaptation française et le groupe Les Républicains y sera particulièrement vigilant. Suite à l'adoption du texte, un comité scientifique d'experts indépendants conseillera le bureau de l'IA. Madame la Ministre, la France sera-t-elle représentée au sein de ce comité et quelle place sera accordée aux représentants des industries culturelles qui se sont battus pour que la transparence figure en bonne place au sein de l'IA afin de s'assurer bien sûr de sa mise en œuvre? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Laurent Croisier. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je vous propose d'aborder le déploiement de la fibre optique, qui est un enjeu de premier plan pour les habitants de nos communes et le développement économique de nos territoires. Je suis avec beaucoup d'intérêt et d'exigence les retards de déploiement dans ma circonscription. Je les suis d'autant plus que Grand Besançon Métropole fait partie des 55 EPCI dans lesquels les taux de raccordement sont les plus en retard. Je sais que les maires et les habitants des communes qui accusent un retard important seront très attentifs à mon intervention. Moi, je salue en passant les communes de Mazerolles, Auxelles-Routel, Puget, le centre-ville de Besançon et les quartiers Velotte et Vallières qui seront ravis que je les cite. Voilà, votre prédécesseur, le ministre Jean-Noël Barrot, m'avait informé fin décembre qu'un accord avait été trouvé entre l'État et Orange pour un rattrapage prioritaire. Vous avez, Madame la Ministre, signé hier un accord avec l'opérateur pour accélérer le déploiement dans les agglomérations les plus en retard. Ma question, quels sont les engagements de l'opérateur Orange et comment comptez-vous assurer que les raccordements des communes les plus en retard pourront effectivement s'effectuer en priorité? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Emmanuel Antoine. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, pour votre prédécesseur, l'intelligence artificielle générative, incarnée par le désormais célèbre ChatGPT, n'est qu'un perroquet approximatif, et je cite. Pour autant, ce type de logiciel soulève de nombreuses questions, au premier rang desquelles celle de la propriété intellectuelle. Cette intelligence artificielle génère effectivement des textes ou des images à partir de créations originales qui servent de données d'entraînement. Il s'agit donc de créer à partir d'autres créations. Mais dans ce cas, que vaut l'idée de création? Les géants du web semblent trouver là l'opportunité de réduire les créateurs de contenu, dont les journalistes, à des auxiliaires. Notre exception culturelle française, pourtant, a toujours veillé à défendre les créateurs, source de toute matière artistique et intellectuelle. Face aux défis que représente cette IA générative, nous devons défendre les droits d'auteur et notamment ceux de nos médias d'information. Alors, Madame la Ministre, ne pensez-vous pas qu'il faille imposer des droits voisins aux applications d'IA entraînées à partir de données relevant de la propriété intellectuelle? Merci, Madame la députée. Géraldine Bannier. Oui, je vais poursuivre dans la même voie sur l'IA générative et les droits d'auteur, notamment qui concernent les journalistes, les écrivains, les auteurs de BD. Alors l'AI Act prévoit que les développeurs devront garantir que les sons, images et textes produits soient bien identifiés comme artificiels. Mais comment cela peut-il se traduire concrètement? Si un filigrane apparaît sur le document produit par l'intelligence artificielle, rien n'empêche de réécrire l'article sur un document autre sans aucun filigrane. C'est un nouveau paradigme qui s'ouvre, dans lequel les droits d'auteur risquent d'être très exposés. Comment dès lors les protéger? Et pour rebondir sur le propos de Philippe Fay tout à l'heure, moi je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi garantir qu'un document papier puisse toujours être envoyé aux administrations, parce qu'on voit des concitoyens qui sont en difficulté face au numérique et qui viennent dans nos permanences. Et parfois, ils n'ont même plus l'adresse postale pour envoyer un courrier. Merci, Madame la députée. Frédéric Meunier. Merci Madame la Présidente. Madame, je souhaiterais revenir sur le Digital Services Act. Ce règlement sur les services numériques à l'échelle européenne permet d'encadrer les grandes plateformes et vise à apporter une meilleure protection des internautes européens contre les contenus illicites, dangereux et préjudiciables. Chaque État membre de l'Union européenne a désigné un coordinateur des services numériques. En France, il s'agit de l'ARCOM.
Dans un rapport publié en juillet dernier, soit un mois avant l'entrée en application du DSA, l'ARCOM évoquait la modération de ces plateformes numériques opérées par des humains. L'ARCOM a demandé à chaque plateforme combien de modérateurs francophones traitaient les signalements en matière de haine en ligne. Meta, Pinterest, Snapchat et TikTok ont répondu, mais ont refusé que les informations soient rendues publiques. Quant à Google, ils n'ont fourni aucune donnée. Alors, il s'agit d'un véritable tabou et je souhaitais savoir si le Digital Service Act obligeait les plateformes numériques à communiquer ce chiffre. Quel est, vous, votre rôle ou celui de l'ARCOM pour pouvoir être efficient en la matière face à ces demandes? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Philippe Bertha. Oui, merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, le numérique, c'est aussi le numérique en santé. Ne faut-il pas, en fait, de notre pays, commencer à accélérer un petit peu la collecte de ces données de santé? Ne faut-il pas aussi enfin réussir à mieux les homogénéiser sur tout le territoire? Ne faut-il pas aussi réussir enfin à mieux les protéger? Car c'est quelque chose de tout à fait essentiel, bien sûr, pour le patient, de tout à fait essentiel aussi à l'autre bout de l'échelle, bien sûr, pour notre économie et notre industrie. Et au-delà, juste une question, est-ce que vous avez des informations, moi je suis totalement naïf dans ce secteur-là, sur enfin l'accès à un cloud souverain, qu'il soit français, voire européen? Merci. Merci, monsieur le député. Stéphane Delautrette. Oui, merci Madame la Présidente de me redonner la parole. Je voudrais revenir à ma question de tout à l'heure sur pourquoi le sujet de l'urgence écologique mériterait un traitement spécifique. Je rappelle que la France a pris des engagements forts en la matière et une trajectoire, on va parvenir sur les objectifs que nous nous sommes assignés, mais qui suppose d'embarquer l'ensemble de la population pour tenir ces objectifs. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste autant sur ce sujet et sur les fake news qui circulent sur les plateformes et qui contribuent justement à limiter et voire même à désengager nos citoyens sur le sujet. Je repose ma question concernant l'ARCOM et en lien avec le DSA sur la réponse que vous pourriez apporter sur l'intérêt de la proposition d'étendre les compétences de l'ARCOM en appui sur le DSA en y intégrant les enjeux écologiques. Mais ça fait écho à la question de ma collègue Madame Meunier. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent poser une question avant que je donne la parole à la ministre pour répondre? Puisque tous les collègues ne s'étant pas exprimés, est-ce qu'il y en a qui souhaitent? Oui, non? Non. Donc, Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors d'abord, il y avait plusieurs questions qui se recoupaient concernant l'inclusion numérique, qui est un sujet extrêmement important. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu dans notamment mon discours de passation que j'avais mis particulièrement l'accent sur ce sujet, puisque on le voit et on le constate sur nos territoires, on a effectivement aujourd'hui un problème d'inclusion numérique. Ça ne concerne pas uniquement les personnes âgées, vous avez ciblé les personnes les plus âgées, mais ça ne concerne pas que les personnes âgées. On a aujourd'hui, en fonction des catégories sociales, une exclusion numérique de plus en plus importante. Et je crois que c'est une de nos premières missions que de pouvoir assurer un accès numérique au plus grand nombre. Alors, il y a plusieurs choses qui sont mises en œuvre, et vous le savez, je pense. Tout d'abord, on a développé depuis 2021 le volet inclusion numérique du plan France Relance, qui avait pour objectif et qui a pour objectif de former plus de 20 000 aidants numériques sur tout le territoire. J'ai eu l'occasion de répondre à une question sur le sujet la semaine dernière en hémicycle. Actuellement, nous sommes à un peu plus de 18 000 aidants qui ont été formés, avec une difficulté toutefois, je vous livre, et sur laquelle j'ai pu m'exprimer, c'est la difficulté à garder aujourd'hui ces aidants en situation opérationnelle. C'est vrai que c'est des postes où on a beaucoup de rotation, donc ce qui nous oblige à tout le temps être en veille pour pouvoir reformer à nouveau des nouveaux aidants. En outre, nous avons également un autre dispositif qui est celui des conseillers numériques, où aujourd'hui nous avons
4000 déjà conseillers numériques qui sont déployés sur le territoire, qui est un dispositif complètement d'État. Et ces conseillers numériques, ils ont non seulement le rôle d'accompagnement, c'est ce que vous expliquiez, mais aussi d'autonomisation de nos concitoyens. Puisque l'exemple que vous citiez sur l'accès à la plateforme, on l'a tous vécu. Hein. Et c'est vrai que si simplement on accompagne nos concitoyens sans leur donner les clés demain d'être complètement autonomes, on loupe la cible. C'est le but justement de ces conseillers numériques qui sont là pour former nos concitoyens véritablement. Alors, je porte à votre connaissance également qu'il y a un partenariat entre l'OPCO Uniformation et l'ANCT qui doit permettre de financer la formation de professionnels du secteur associatif, parce que nos associations sont aussi en première ligne de l'accompagnement de nos publics. Et la formation de ces aidants donc, passera également par la poursuite du déploiement d'Aidants Connect, qui est un service public numérique qui permet aux personnes en difficulté, justement, d'accéder aux démarches en ligne. Donc ça, c'est tout le volet inclusion. Je crois qu'il est extrêmement important également quand on parle d'inclusion, et ça va me permettre peut-être de répondre à la question sur l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il faut aussi que nos concitoyens aient accès au numérique. Il n'y a pas seulement le problème de l'utilisation, mais aussi accès au numérique. Et je crois qu'en matière d'aménagement du territoire, le plan France très haut débit ou comme le New Deal mobile sont extrêmement importants, puisqu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas accès à une offre fibre ou à une offre de téléphonie qui vous permette de naviguer sur Internet, vous avez un sentiment de déclassement très fort de nos concitoyens. Aujourd'hui, on peut quand même se réjouir en France, quand ça va bien, il faut aussi le dire, ça va mieux. La France est leader européen en matière de déploiement de la fibre, puisqu'on a 84% aujourd'hui de notre territoire qui est fibré, et donc qui nous place vraiment dans le peloton de tête européen. Donc je tenais à le rappeler ici. Pour autant, ce qui permettra de répondre à la question sur l'accord passé avec Orange, depuis 2 ans maintenant, on remarquait un retard qui s'accentuait sur le déploiement des infrastructures, retard qui n'était pas acceptable. Vous avez suivi, en fin d'année dernière, Orange a été sanctionné sur le sujet pour un retard de déploiement, notamment dans ce qu'on appelle la zone AMI. Et donc, des négociations ont été ouvertes par mon prédécesseur Jean-Noël Barrot sur le sujet, qui ont abouti justement à la signature de l'accord que j'ai pu signer hier à Dunkerque. Alors, cet accord, il va permettre quoi? On avait deux solutions, en fait. La première solution, c'était de dire on resanctionne à nouveau Orange, mais on allait rentrer dans un débat contradictoire qui ne nous aurait pas permis d'accélérer le déploiement tel qu'on l'aurait voulu, ou alors on renégocie avec Orange un nouveau cadre qui va nous permettre d'obtenir d'autres avantages aussi pour nos concitoyens et d'élargir la zone. Je m'explique. Donc l'accord qui a été signé hier à Dunkerque va nous permettre en zone AMI de réaccélérer le déploiement conformément aux engagements qui avaient été pris par le président de la République. Cet engagement, il porte sur une accélération avec plus de 1 120 000 locaux qui devront être fibrés très rapidement, et également un rattrapage très important, et je pense que ça doit être le cas, monsieur le député, mais j'ai plus en tête, il y a 55 EPCI en France qui accusaient un retard plus important que les autres. Alors, j'ai pas vérifié si dans le dos il y en avait, mais c'est peut-être le cas. Et ben voilà. Et donc, sur ces EPCI qui sont très en retard, Orange s'est engagé également à rattraper très rapidement le retard, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2024, afin de reprendre le rythme de déploiement normal. Ça représente 140 000 locaux aujourd'hui en France, et comme Orange n'a pas attendu la signature formelle de l'accord, ils ont déjà commencé à déployer depuis juillet 2023, ils ont repris le déploiement, et à date hier, puisque Madame la directrice générale du groupe Orange m'a donné les chiffres hier, sur les 140 000 qui devaient être déployés pour rattraper le retard, il y en a déjà 78 000 qui ont été effectués. Ça, c'est pour le rattrapage en zone AMI. Par ailleurs, cet accord nous a permis d'emmener Orange sur la zone dite très dense, qui était une zone qui était dérégulée, puisque du fait de l'importance du marché, il n'y avait pas eu de contractualisation entre l'État et les opérateurs sur ce sujet, les zones très denses étant soumises à la libre concurrence. Or, en zone très dense aussi, aujourd'hui, on assistait à un ralentissement du déploiement. Ce qui semblait quand même, pour nos concitoyens, j'ai certains de vos collègues dans la couronne parisienne qui m'ont interrogé sur le sujet en disant on constate aussi chez nous des retards. Et donc Orange, dans le cadre de cet accord, s'est engagé à prendre la moitié de l'effort à réaliser sur le sujet pour réaccélérer le déploiement en zone très dense. Aujourd'hui, en zone très dense, on est à peu près à 92% de couverture, et Orange s'est engagé
à monter à 96%. Et on pense que ça va être de nature aussi à relancer les autres opérateurs. Et enfin, un troisième volet qui, à mes yeux, était très important sur l'accord et qui répondra aussi à l'inclusion numérique, c'est qu'il y a un volet social dans cet accord qui est un volet plus politique aujourd'hui, avec une tarification sociale qui sera maintenue par Orange concernant les abonnements fibre, avec des tarifs bas, de l'ordre de 15,90 €, enfin, c'est le chiffre que j'ai en tête, que j'ai vu hier. Et également un autre point très important, puisqu'aujourd'hui vous pouvez avoir des personnes qui, alors pour le coup, plutôt des personnes âgées, là je vous rejoins, qui n'ont qu'un abonnement téléphonique cuivre aujourd'hui et qui demain ne sont pas enclins à passer à la fibre puisqu'ils ont peur de devoir payer plus cher. Parce que vous savez que quand on passe du cuivre à la fibre, souvent vous pouvez avoir un coût qui est supplémentaire. Et donc il y a un engagement là qui tient que donc ils auront un tarif téléphonique au même prix que ce qu'ils connaissent aujourd'hui dans la fibre. Donc cet accord, je tiens à le dire, il ne remet absolument pas en cause la complétude et en plus, donc la complétude de nos installations, et en plus il permettra d'améliorer l'inclusion numérique sur de nombreux territoires pour nos concitoyens. Ensuite, j'avais toute la question des droits voisins, de la transparence. Alors, et là, plusieurs députés m'ont interrogé sur le sujet. Alors, sur les droits voisins et l'intelligence artificielle, j'ai répondu tout à l'heure en matière de base de données et de données pour l'entraînement de nos modèles. Mais il y a un cadre plus spécifique, notamment qui concerne tout ce qui est le marquage en fait des productions faites par l'intelligence artificielle. Comment est-ce que nous allons être en mesure d'identifier si le contenu a été produit par de l'intelligence artificielle ou pas? Alors, dans l'IA Act, il y a des mesures qui obligeront demain les producteurs de contenu à encrypter, enfin en tout cas à permettre une détection des contenus qui seront générés par l'intelligence artificielle. Toutefois, on le sait aujourd'hui parce que c'est des technologies qui sont en constante évolution et qui progressent. Il y a la technique dite des filigranes ou watermarking aujourd'hui, qui est une technique, alors c'est un peu technique, hein, voilà, mais j'ai bossé le truc parce que c'est quand même, voilà. C'est une technique de marquage des contenus pour les différencier des contenus dits synthétiques. Alors, c'est ce qu'on appelle en fait un tatouage numérique. Le problème, c'est que les signes qui sont visibles ne sont pas toujours robustes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être cassés. Et c'est ce que vous disiez notamment en disant le contenu peut être dupliqué et donc du coup on n'a plus le marquage. Alors il y a aujourd'hui des développements nouveaux qui voient jour, notamment ce qu'on appelle les marquages cryptographiques qui sont par exemple sur l'image, qui sont liés aux pixels, ou sur le son, qui sont liés à l'empreinte sonore. Donc, c'est des nouvelles technologies qui sont en train de se développer. Mais le problème, c'est que ces nouvelles technologies, aujourd'hui, elles sont dites propriétaires et elles ne sont pas encore universelles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas open aujourd'hui, ces technologies. Et donc, on a un travail qui est à réaliser sur le sujet de manière très importante. Et notamment, il faut qu'on vise à la création d'un standard sur le sujet. Et donc, bien évidemment, nous serons très attentifs à cela. Et l'IAC, d'ailleurs, encourage cette voie pour la création d'un standard au niveau européen. Ensuite, j'avais une question plus spécifique sur le domaine de la santé. Le domaine de la santé, comme le domaine juridique aujourd'hui, font partie des deux sujets sur lesquels l'intelligence artificielle générative va avoir les impacts les plus importants. Et donc nous avons une attention toute particulière sur ce sujet et on le voit déjà en matière de médicaments d'industrie pharmaceutique aujourd'hui, en matière de chirurgie cardiaque, en matière... Bon, vraiment, ça se développe de manière très importante. Il y a aujourd'hui plusieurs sociétés françaises qui commencent à avoir des solutions qui sont très intéressantes et que bien évidemment nous souhaitons accompagner sur ce développement. Mais il y a bien évidemment derrière cela la question des données de santé que vous évoquiez, avec une forme de vigilance à avoir en matière de données de santé. Nos modèles d'entraînement de l'intelligence artificielle ont besoin de ces données et ont besoin d'avoir un accès à ces données pour progresser rapidement. Et moi, je m'inscris plutôt dans le sens, en tout cas, je souhaite que l'on puisse ouvrir plus facilement ces données de santé, mais je comprends aussi la crainte de nos concitoyens de voir ces données de santé ouvertes. Donc, il y a un travail fin que nous devons mener sur le sujet, et vous avez, je pense, entendu parler des travaux du Health Data Hub sur le sujet. Des discussions vont être en cours. Dans le rapport de la Commission sur l'intelligence artificielle,
je pense, je n'ai pas encore eu le temps de l'éplucher depuis ce matin, mais que nous aurons des propositions en ce sens que nous étudierons avec la plus grande attention. Bien évidemment, si nous arrivions à ouvrir les modèles de données de manière plus importante, les datas de manière plus importante, se posera la question alors du stockage et de la protection de ces données. Et c'est là où, évidemment, on part sur le cloud et le cloud souverain. Vous savez que la France a une position singulière sur le sujet puisque nous avons un référentiel, Secnum Cloud, qui est beaucoup plus safe que ce que pratiquent aujourd'hui nos collègues européens ou étrangers et qui est un référentiel que nous souhaitons promouvoir au niveau européen. Et donc, des discussions sont en cours actuellement et nous espérons être entendus. Le travail n'est pas encore abouti sur le sujet. Les discussions sont intenses avec nos partenaires européens, mais ça fait bien partie, en tout cas, de nos préoccupations aujourd'hui. Et enfin, je suis perdue. C'était l'ARCOM et le DSA avec faut-il étendre ou pas les compétences de l'ARCOM. Je vous ferai la même réponse que tout à l'heure. Je pense que... Alors, l'ARCOM nous a fait une proposition de référentiel. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. D'accord. Donc voilà, l'ARCOM nous a fait une proposition, d'ailleurs qui va être soumise à consultation publique très prochainement, donc vous aurez l'occasion de vous plonger sur le sujet. Il y a des mesures spécifiques justement, alors pas liées à l'écologie en particulier. Je vous redis, je pense que le champ ne doit pas être sur un objet en particulier. Bien sûr que c'est très important puisqu'aujourd'hui, en matière d'écolo-bashing aussi, on entend beaucoup de choses. Mais je crois qu'il ne faut pas restreindre uniquement à un champ ce genre de questions et qu'il faut bien qu'on adresse toutes les fausses informations qui peuvent aujourd'hui circuler sur le net. Je crois avoir fait à peu près le tour. Oui, j'ai répondu. Oui, je vois Madame... Non. Alors... Ah oui, sur les... Pardon, excusez-moi. Alors, il y avait la question surtout, oui, je m'excuse, je ne vous avais pas répondu, sur les répondants francophones. Voilà. Alors là, je n'ai pas la donnée, comme vous, donc je vais regarder si j'arrive à vous obtenir plus d'informations que celles que nous avons pu avoir. Et ensuite, sur le refus des plateformes, il y a les sanctions qui peuvent être mises en œuvre. Et bien évidemment, nous veillerons à ce que les sanctions soient prises si jamais les plateformes ne remplissent pas leurs obligations. Voilà. Oui. Mais par contre, sur le point spécifique sur les locuteurs francophones, je vous répondrai sur le sujet. Merci, Madame la Ministre. Est-ce que certains des collègues souhaitent à nouveau intervenir en complément? Pardon, alors... Présidente. Ah bah, oui. Allez-y, Madame la Ministre. Ah ben je viens, vous voyez, voilà, on vient de me les communiquer, donc comme ça. Voilà, les ressources humaines consacrées à la modération des contenus en français, donc Meta 226, TikTok 687, X52, Snapchat 250. Voilà, et les données viennent du rapport sur la transparence. Voilà, merci. Ouais. Merci, Madame la Ministre. Donc, merci pour la réponse aux questions. Et c'est vrai qu'il nous semblait à la Commission vraiment très, très importante dans le cadre des États généraux de l'information de vous entendre, puisque le numérique prend une part croissante, si ce n'est une part majeure dans nos vies. Et on voit bien qu'entre l'aménagement du territoire, l'électronisme, l'accès, ce que l'on fait de nos données pour avoir une information fiable, vérifiée, de qualité, vous avez un secrétariat d'État majeur dans cette construction et dans ce fait que nos concitoyens et concitoyennes puissent avoir accès à l'information en tout lieu sur les points du territoire. Mais là, je vois mes collègues s'agiter. Je vous rappelle juste qu'à 16h30, mes chers collègues, nous recevons des collégiens, des lycéens qui viennent nous faire part de leurs conclusions sur le hackathon qu'ils ont fait dans le cadre des États généraux de l'information et où vous pourrez leur poser un certain nombre de questions. Donc j'espère que
pour un certain nombre d'entre vous, vous restez dans cette salle afin que nous puissions les accueillir et entendre ce qu'ils ont à nous dire et aussi pouvoir leur poser des questions. Mais je vous renouvelle mes remerciements à tous, que ce soit aux collègues ou à vous, Madame la Ministre, pour votre disposition, votre disponibilité. Et le fait d'avoir bien voulu participer à ces états généraux de l'information qui, effectivement, sont un point très, très important pour la suite. Et puis, on voit bien que une information fiable, vérifiée, de qualité, pour notre démocratie, c'est un enjeu majeur. Donc, encore un grand merci. Donc, je vous dis à tout de suite. Oui, bien sûr. Non, simplement pour vous remercier de cette invitation et pour vous dire, alors je suis désolée, c'est pas un mot français, mais je suis votre hub, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions concernant le numérique, nous nous ferons un plaisir avec les équipes de vous répondre. Merci. Merci.